Au printemps de 1829, dans une campagne paisible à la frontière du Delaware et du Maryland, un fermier locataire labourait son champ lorsqu'un événement inattendu brisa la monotonie de son travail. Son cheval, enfonçant soudainement ses sabots dans un sol instable, mit à jour une étrange caisse de bois enfouie sous la terre. En l'ouvrant, l'homme découvrit des ossements humains. Un squelette complet, jauni par le temps, dont le crâne portait des marques indéniables de violence. Ce qui paraissait d'abord n'être qu'un macabre accident allait bientôt révéler l'existence d'une organisation criminelle redoutable, tapie dans l'ombre depuis près de 20 ans. Les jours suivants, en fouillant les terres environnantes, les autorités découvrirent au moins 7 autres corps, dont ceux de 3 enfants. Ces restes n'étaient pas les victimes d'un bandit isolé, mais d'une femme dont le nom résonnait déjà comme une menace dans tout le Delmarva. Patty Cannon. Son repère servait de centre à un réseau connu plus tard sous le nom de chemin de fer inversé. Contrairement au célèbre réseau clandestin qui aidait les esclaves à fuir vers la liberté, celui-ci capturait des Afro-Américains libres ou des esclaves en fuite pour les revendre dans le sud profond. Mais ces crimes ne se limitaient pas au commerce humain. Elle était également une meurtrière méthodique, prête à éliminer des témoins, des concurrents, voire même des enfants, si cela pouvait protéger ses affaires. Des archives judiciaires du comté de Sussex prouvent qu'elle fut inculpée pour 4 meurtres. Mais les témoignages de l'époque évoquent plus de 20 victimes, peut-être davantage. Les disparitions, bien souvent ignorées par la société blanche de l'époque, facilitaient son impunité. Les populations noires libres, pourtant nombreuses dans le Maryland et le Delaware après la Révolution américaine, vivaient dans une insécurité permanente. Elles devaient porter en permanence leurs papiers de liberté et restaient vulnérables à la moindre contestation de leur statut. Pour des criminels comme Patty Cannon, ces failles représentaient une aubaine. L'endroit où elle avait bâti son empire du crime favorisait ses activités. Là où se croisent 3 juridictions, le Delaware et 2 comtés du Maryland, la justice se perdait dans un enchevêtrement de frontières. Il suffisait de franchir quelques mètres pour échapper à la loi d'un État et tomber sous celle d'un autre. Ce carrefour, appelé Johnson's Crossroads, était si reculé que les rares habitants s'y mêlaient à peine. D'immenses forêts, des marécages impénétrables et des chemins de terre rudimentaires rendaient la zone quasi invisible au reste du monde. Le fleuve Nanticoke offrait des voies discrètes pour déplacer les captifs dans la nuit. Pour qui voulait vivre hors la loi, c'était un terrain idéal. Patty, de son vrai nom probablement Lucretia Patricia Hanley, serait née vers 1760. Son passé reste volontairement flou. Certains pensent qu'elle venait du Canada avant de s'installer adolescente dans le Delaware. Mariée à Jesse Cannon, un fermier tranquille, elle menait une existence banale en apparence. Cultiver, élever une fille et s'occuper d'une maison de bois à 2 étages. Mais derrière les murs, des caches secrètes furent bientôt aménagées, prêtes à retenir des êtres humains arrachés à leur liberté. Le contexte historique joua en sa faveur. Depuis l'interdiction de la traite transatlantique en 1808, les États du Sud connaissaient une demande insatiable de main-d'œuvre pour les champs de coton, en pleine expansion grâce à l'invention du coton gin. Le prix d'un esclave adulte avait triplé, créant un marché noir extrêmement lucratif. Tandis que la Virginie, le Maryland et le Delaware comptaient une population noire libre grandissante, ces communautés devinrent des cibles faciles. Patty, grande femme de près d'1,80 m, à la voix grave et à la force impressionnante, cultivait une réputation intimidante. On disait qu'elle pouvait réduire au silence n'importe qui d'un seul regard. Vers 1826, son mari Jesse mourut dans des circonstances troubles, certains murmurant qu'elle l'avait empoisonné. Elle restait désormais seule maîtresse de la ferme, prête à transformer ce foyer en centre d'un trafic tentaculaire. Sa fille épousa des hommes déjà trempés dans le crime. Le premier, Henry Brereton, forgeron de métier, profitait de ses déplacements pour identifier des proies. Jeunes gens isolés, enfants de familles vulnérables. Arrêté pour enlèvement en 1811, il s'évada rapidement de prison. Peu après, il s'associa avec Patty et Joseph Griffith pour piéger un négociant d'esclaves. Attiré dans la taverne des Cannon, saoulé, il fut dépouillé, tué et enterré à la hâte. Brereton et Griffith finirent pendus en 1813, mais Patty échappa aux poursuites. Cet épisode marqua un tournant. Le meurtre devenait un outil assumé de son entreprise. Loin de l'arrêter, ce drame l'incita à se perfectionner.
Le second mariage de sa fille, Leah Patty, à Joseph Johnson, un kidnappeur expérimenté et stratège. Ensemble, ils firent de sa taverne bâtie à cheval sur la frontière un quartier général redoutable. Selon le côté de la salle où l'on se trouvait, on relevait de la loi du Delaware ou du Maryland. Cette configuration permit de brouiller les pistes face aux autorités. L'établissement, façade respectable pour voyageurs, cachait des souterrains équipés d'anneaux de fer et d'aération discrète, conçus pour retenir des dizaines de captifs dans l'ombre. Le gang rassemblé autour d'eux était hétéroclite. Des blancs endurcis, des métis jouant les intermédiaires, et même des esclaves contraints d'aider à piéger d'autres noirs. Cette diversité servait la ruse. Les recruteurs noirs pouvaient approcher les victimes sans éveiller les soupçons, tandis que les membres blancs négociaient la vente plus au sud. L'un des plus redoutés, John Pernell, utilisait plusieurs identités pour infiltrer divers milieux. À mesure que les années 1820 avançaient, leur réseau s'étendit de la Pennsylvanie jusqu'aux plantations du Mississippi. Le maire abolitionniste de Philadelphie, Joseph Watson, s'alarma en constatant la disparition de nombreux citoyens libres. Tous semblaient avoir disparu sur la péninsule du Delmarva. Ces enquêtes révélèrent de l'ampleur de la machine. Des dizaines de victimes chaque année, choisies méthodiquement parmi les plus fragiles. L'un des témoignages les plus glaçants fut celui de Lydia Smith, une jeune femme libre enlevée en 1825. Séquestrée 5 mois dans les caves de Johnson's Tavern, elle survécut à la faim, aux chaînes, à la peur constante d'être envoyée vers le sud. Sa libération ne dut qu'à l'intervention du réseau de Watson. Elle décrivit les cachots, les conditions inhumaines et la façon dont les papiers d'identité des captifs étaient détruits avant qu'on leur impose de nouveaux noms pour masquer leur liberté passée. Les voisins, bien qu'ayant remarqué les va-et-vient suspects, se taisaient. Le silence des communautés blanches permettait aux gangs d'agir à visage découvert. Certains profitaient même des largesses du réseau, fermant les yeux en échange de quelques bénéfices. Mais l'appétit de Cannon et de Johnson ne s'arrêtait pas aux Afro-Américains libres. Ils commencèrent à piéger aussi des marchands d'esclaves blancs, riches de liquidités. Attirés à la taverne, enivrés, puis assassinés, ils disparaissaient avec leur argent et leur cargaison. Ce fut une erreur fatale. Contrairement aux victimes noires, leurs disparitions suscitèrent des enquêtes sérieuses, car des investisseurs puissants exigeaient des réponses. Les années passèrent, et l'étau commença à se resserrer autour de Patty Cannon et de son clan. Leurs crimes contre des Afro-Américains avaient été ignorés pendant trop longtemps, mais les meurtres de marchands blancs chargés d'argent et d'esclaves firent basculer l'indifférence en scandale. Les autorités de plusieurs États commencèrent à coopérer, une démarche exceptionnelle pour l'époque. Le maire Joseph Watson, en Pennsylvanie, offrait même des récompenses importantes à quiconque fournirait des preuves ou des témoignages. Ce climat d'enquête incita d'anciens complices à parler et certains survivants à témoigner enfin. Sous pression, le gang se fit encore plus brutal. Plutôt que de réduire ses activités, il tenta d'éliminer toute personne suspectée de collaboration avec les autorités. Cette spirale meurtrière accrut cependant les risques. Parmi les témoins décisifs se trouvait un jeune homme métis, Cyrus James, acheté enfant par Patty elle-même. Élevé dans sa maison, forcé dès l'enfance à participer aux enlèvements et aux tromperies, il était à la fois victime et complice malgré lui. Terrifié par les menaces constantes, il avait longtemps obéi, mais en 1829, alors qu'il tentait de fuir, il fut arrêté. Face au choix entre la corde et la vérité, il décida de tout révéler. Son témoignage allait bouleverser l'affaire. Devant les juges de Seaford, il décrivit avec une précision glaçante les meurtres auxquels il avait assisté. L'exécution d'un marchand de Géorgie à table, les enfants frappés à mort, puis enterrés, les captifs enterrés vivants dans des coffres de bois. Il conduisit même les enquêteurs vers certains charniers encore intacts. Les fouilles permirent de retrouver des squelettes d'adultes et d'enfants, confirmant chacun de ses dires. Ce fut la première fois que la justice disposa d'éléments matériels aussi accablants contre Patty Cannon. L'une des découvertes les plus terribles fut celle du corps d'un petit métis, enterré dans le jardin. Cyrus expliqua que l'enfant, soupçonné d'avoir un père blanc, avait été tué par Patty elle-même. Son cadavre, dissimulé dans un coffret, démontrait que la cruauté de la criminelle ne connaissait aucune limite. Les enquêteurs retrouvèrent aussi plusieurs caisses construites sur mesure, parfaitement adaptées aux dimensions d'un corps, preuve que ces inhumations n'étaient pas improvisées, mais planifiées de longue date.
À mesure que la vérité se dévoilait, la peur qui paralysait la région se transforma en colère. Des témoins jusque-là muets commencèrent à parler. Voisins ayant vu des allées et venues étranges, survivants ayant échappé aux enlèvements, marchands soupçonnant des disparitions inexpliquées. L'affaire prit une ampleur inédite. Les gouverneurs de plusieurs États suivirent de près les enquêtes, et même Washington finit par s'y intéresser. Pour la première fois, une organisation criminelle opérant sur plusieurs juridictions fut traitée comme une conspiration interétatique. En avril 1829, un grand jury de 24 hommes du Delaware inculpa officiellement Patty Cannon pour 4 meurtres. Les charges étaient précises. Un nourrisson tué en 1822, un jeune garçon assassiné la même année, un adulte éliminé en 1820 et un adolescent noir en 1824. Chacune de ces accusations pouvait lui valoir la pendaison. C'était un tournant. Jamais auparavant la justice n'avait osé condamner une femme blanche pour des crimes contre des Afro-Américains, mais l'amas de preuves et de témoignages ne laissait plus place au doute. En prison, à Georgetown, Patty conserva son attitude glaciale. Malgré son âge avancé, elle avait près de 70 ans, elle demeurait imposante et redoutée. Certains gardiens affirmaient qu'elle ne manifestait aucun remords. Elle parlait de ses meurtres comme d'actes purement nécessaires, comparables à la gestion de bétail. Des confessions rapportées à l'époque laissaient entendre qu'elle avait ôté la vie à plus de 2 douzaines de personnes. Ces paroles, prononcées avec détachement, glaçaient même les enquêteurs les plus aguerris. Le procès, prévu pour mai 1829, s'annonçait comme l'un des plus retentissants de l'histoire judiciaire du Delaware. Mais la criminelle choisit de ne pas se présenter devant la justice. Le 11 mai, on la retrouva morte dans sa cellule, empoisonnée à l'arsenic. Certains disent qu'elle avait reçu la substance en cachette, d'autres qu'elle la conservait depuis longtemps en prévision de cette fin. Fidèle à son image de prédatrice insaisissable, elle s'était offert une sortie à sa manière. Priver la société du spectacle de son exécution. Sa mort mit fin brutalement à une affaire qui aurait pu révéler encore davantage sur son réseau. Ses complices directs, comme Joseph Johnson et son frère, prirent la fuite vers le sud profond. Jamais ils ne furent jugés. Quant à Cyrus James, il obtint sa liberté grâce à sa coopération. Et certains récits affirment qu'il participa ensuite activement au véritable chemin de fer clandestin, celui qui libérait des esclaves vers le nord. Le bilan de cette organisation reste difficile à mesurer. Les historiens estiment que Patty Cannon et sa bande kidnappèrent entre 500 et 1000 Afro-Américains, libres ou fugitifs, tous revendus dans le Sud. Le profit se chiffrait en centaines de milliards de dollars de l'époque, soit plusieurs millions aujourd'hui. Mais le prix humain, lui, ne peut être comptabilisé. Familles brisées, enfants arrachés, villages entiers terrorisés par la perspective de disparaître du jour au lendemain. Après sa mort, son corps fut enterré sans cérémonie dans le cimetière de la prison. Des années plus tard, son crâne fut conservé et exposé dans divers lieux comme une curiosité morbide, preuve que la fascination publique pour ses crimes n'avait pas disparu. Quant à sa maison et sa taverne, elles furent détruites, mais le site resta longtemps marqué par une réputation sinistre. Le nom même de Johnson's Crossroads fut changé en Reliance, dans l'espoir de tourner la page. Pourtant, l'ombre de Patty Cannon continue de planer dans l'histoire américaine. Son parcours illustre l'une des faces les plus sombres de l'esclavage. L'exploitation de failles légales, la complicité tacite d'une société indifférente aux souffrances des Afro-Américains et l'enrichissement par la terreur. Elle fut à la fois une criminelle opportuniste et une tueuse en série, profitant du silence des uns et de la cupidité des autres. Sa trajectoire rappelle aussi combien la justice de l'époque était sélective. Tant que ses victimes furent des Noirs libres, la société détourna le regard. Mais dès que des marchands blancs furent touchés, les enquêtes s'intensifièrent, les récompenses affluèrent et la coopération interétatique se mit en marche. Cette hypocrisie structurelle explique en partie comment son règne dura près de 2 décennies. Aujourd'hui encore, son nom est étudié comme symbole de la criminalité organisée du XIXe siècle et comme avertissement. Dans les vides laissés par la loi, les pires entreprises humaines peuvent prospérer. La voie ferrée inversée, qu'elle orchestra, fut le reflet obscur du combat pour la liberté. Pendant que certains risquaient tout pour aider les esclaves à gagner le Nord, d'autres, comme elle, s'enrichissaient en ramenant des hommes et des femmes vers leurs chaînes. Les ruines de son empire criminel se sont effacées avec le temps, mais les cicatrices sociales et mémorielles demeurent. Les victimes, elles, n'ont laissé que peu de traces dans les archives,
sinon des chiffres et des témoignages fragmentaires. Pourtant, derrière chaque disparition se cachait une histoire, une famille détruite, une vie brisée. Raconter cette histoire, c'est refuser l'oubli. Voilà pourquoi le nom de Patty Cannon ne doit pas seulement susciter horreur et fascination, mais aussi servir de rappel permanent. Le silence face à l'injustice est toujours le terreau où germent les pires atrocités.